Alors, enfin, on peut commencer ce deuxième podcast, Pierre-Alexandre. On a l'usine à Dolbeau qui nous fait une belle vapeur, qui va nous voiler le soleil un petit peu. La technicienne n'est pas à 100% satisfaite de la lumière, mais on va commencer un deuxième podcast avec toi, Pierre-Alexandre. C'est un pur bonheur de t'avoir encore ce matin. Comment ça va? Yes, en super forme, bien dormi, en feu pour la deuxième partie. Yes. Avant de débuter, bien sûr, on a notre petit rituel. Hein? On a une petite bière ce matin à consommer. Qu'est-ce qu'on boit ce matin, PA? Ce matin, on va être avec une bonne IPA sans alcool. J'ai encore l'honneur de l'essayer. Je vais donner ma réaction en live. On va voir si elle est à la hauteur de nos attentes comme celle d'hier. Parce que... ouais, elle est vraiment bonne, sérieusement. J'ai même pas l'impression en plus qu'elle est sans alcool. Je dirais qu'est-ce que t'en penses? Moi, ce que je trouve fascinant de cette bière-là, c'est qu'habituellement, une bière sans alcool, tu as tout le temps un petit goût, un petit arrière-goût qui revient. Puis d'un point de vue personnel, je trouve qu'avec celle-là, mais une bière sans alcool, ça va toujours un petit peu goûter une bière sans alcool, mais celle-là, je trouve que c'est beaucoup moins prononcé. Puis étrangement, je trouve quand même qu'elle a des petites notes de la session IPA hier qui étaient très peu alcoolisées. Parce qu'elle aussi, c'est une bière qui, en fait, les houblons utilisés vont amener des teintes d'ananas, des teintes un petit peu agrumées, des teintes de pain. Donc ça, c'est une bière qui a moins de 0,5%. Fait que théoriquement, ce n'est pas un produit qui est considéré comme alcoolisé. Fait que, à titre indicatif, c'est même une bière que, elle, tu as vraiment le droit de la boire, mettons, dans le bois, ça gravelle entre tes jambes. C'est légal, une police ne pourrait pas t'arrêter pour ça, même si elle a 0,5%. Fait que, très bon produit ce matin, ça commence bien la journée, hein, avec un changement d'heure puis tout. Elle est à point, là, c'est parfait. Là. Effectivement, elle est à point. On va remplacer celle-là par les autres pour la prospection. On va être légal. Ouais, c'est ça. Exact. Elle, en plein milieu de l'après-midi, là, ça, c'est intéressant parce que, tu sais, une bière n'a pas tout le temps besoin d'avoir de l'alcool. Hein. Puis, on dit ça pour la nouvelle génération de chasseurs aussi. Tu sais, c'est fini l'ère de la 28 de Laurentide que tu prends dans ta journée. Là. Tu viens d'aller faire un beau bloc de chasse, petite bière sans alcool. Tu peux en prendre une avec de l'alcool aussi, mais je pense que de mixer les deux, c'est une très bonne alternative. 100%. On va remplacer ça à la place de la Wildcat. Exactement. Yes. La Wildcat High Dry, là, du couche-tard à Dolbeau. Fait que, hey PA, bien content de commencer ce deuxième podcast-là. Je pense qu'hier, tes propos étaient très à propos. Donc, t'as toujours une belle pertinence, puis je suis persuadé qu'aujourd'hui, on va avoir encore un beau podcast ensemble. Hier, on a parlé plus de biologie un petit peu animalière, plus de biologie, sociologie de l'orignal. Aujourd'hui, on va parler plus un peu du terrain, donc du territoire. On va parler vraiment de caméras de détection, comment tu positionnes tes caméras, c'est quoi tu cherches quand tu fais ta prospection, c'est quoi tes spots de prédilection, tes zones névralgiques, comme tu dis, comment tu fais pour les cibler, est-ce que tu utilises des outils pour ça? Donc, on va avoir différents éléments qu'on va pouvoir aborder ensemble. Donc, je vous souhaite un bon deuxième podcast, présentation de Territoire Libre. Bon podcast, PA. Yes, en feu, let's go. Yes, sir. Alors, on va commencer avec une première petite question où, des fois, je dis question, mais c'est surtout aussi des affirmations. Fait que, il y aura des affirmations, il y aura des questions également. Donc, ce sera à toi de voir comment tu vas pouvoir répondre à ça. Première chose que je vais te dire, en fait, combien de caméras que tu possèdes? Une petite question qui peut paraître un peu banale, mais... Ouais, ben, probablement que plusieurs vont être surpris parce que quand on regarde mes vidéos sur ma page, on dit, bon, lui, clairement, il y a des caméras en Motadus, mais surprenamment, j'en ai pas tant que ça. J'ai comme un principe de rotation, puis je vais avec la pertinence en fait, de mes territoires. Donc, tu sais, en été, je vais mettre des caméras, je vais prioriser les secteurs les plus intéressants. Pour répondre, j'ai 12 bolis qui sont équipés complètement au solaire. Puis je les mets, comme je dis, en ordre de pertinence. Donc, les secteurs que je sais qu'il va y avoir vraiment des bonnes prises de vue, durant l'été, je vais prioriser ces secteurs-là. Puis quand je sais que l'automne, j'ai des secteurs qui sont plus importants, ben, je vais retirer mes caméras puis les placer à d'autres endroits. Là. Puis là, dans le fond, tu dis Boli Caméra, puis en passant, ce n'est absolument pas un placement de produit. Ouais. Moi, j'utilise beaucoup les Boli Caméra, mais il y a plusieurs bonnes marques de caméras sur le marché. Puis je pense que ça, c'est important de le mentionner. Donc, il y a des nouveaux produits qui sortent tout le temps. Puis
en tout cas d'un point de vue vraiment personnel, ce que j'apprécie, c'est vraiment la capture de vidéos en couleur avec le son. Parce que ce que j'aime de tes vidéos, puis je pense que j'aime de nos nouveaux vidéos chez Territoire Libre, c'est vraiment le son que tu vas aller chercher avec différents modèles de caméra. Puis je pense que tu affectionnes ça particulièrement aussi. Là. Ouais, puis je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis c'est important de le mentionner parce que toutes les caméras en soi, il y a tout le temps quelqu'un qui va demander c'est quoi la meilleure caméra, mais le premier besoin de quelqu'un qui va en forêt, c'est de regarder qu'est-ce que toi tu veux, qu'est-ce que tu recherches. Mon grand-père de 70 ans qui veut pas de vidéo, en passant, c'est pas péjoratif que tu aies 70 ans, là, mais je prends un exemple typique. Puis qui veut avoir des fichiers peu volumineux, ben on va prendre je vais nommer une compagnie comme ça, on peut prendre du SpyPoint ou n'importe quoi, puis en mode photo, ça va faire numéro 1. Mais quand on veut vraiment top qualité, top son, ben moi je parle de Bolly parce que c'est une caméra que j'affectionne, mais comme Guillaume dit, on ne représente pas la compagnie en soi, là. C'est vraiment une préférence. Puis tu abordes un bon point par rapport à la taille des fichiers parce que, inévitablement, les caméras qui vont filmer en 1080 par exemple, avec du son, les fichiers vont être plus volumineux. Fait que ça prend le système pour pouvoir les runner, ça prend le système aussi pour pouvoir travailler ces vidéos-là. Fait que moi, je pense que le grand avantage du son, c'est l'analyse des comportements. Parce que l'image te permet quand même d'analyser certains trucs au point de vue, au point de vue des mœurs de l'orignal. Sauf qu'en tant que tel, je pense que ce qui est vraiment le plus cool, c'est le son. Puis c'est ce qui te permet d'en apprendre beaucoup sur la bête. Tout à fait. Puis en fait, le son, je pense que c'est un terme anglophone, mais c'est un game changer parce que même si on voit juste un bout de patte passer, ben, on peut capter des sons en arrière-plan. Puis je vais toujours me rappeler dans mon nid d'amour en 2020. J'ai une vidéo, c'est un jeune. Ben en fait, c'est un jeune mâle, il passe en avant de ma caméra à Ici, course. dans la zone 28, excuse-moi de t'interrompre, on parle de dans la zone 28. Oui, tout à fait, dans la zone 28, okay. Effectivement. J'ai un jeune mâle qui passe à la course. Puis, je capte tout le son qui est à l'arrière. Puis là, j'entends une femelle à l'âge des cris vraiment de protestation. Puis là, j'entends ça courir, ça craque. Là, à un moment donné, je vois mon gros buck que j'appelle Big Boy. C'était son surnom. Puis, il sort en avant de la caméra. Puis, je me dis, sans vidéo, j'aurais jamais capté cette bande sonore-là. Mm-hmm. La seule chose que j'aurais posée, c'est probablement un buck embrouillé. Puis peut-être, j'aurais même pas eu probablement Big Boy sur ma caméra. Là, parce que le délai entre chaque photo n'aurait pas permis ça. Donc, l'avantage. Puis, ça donne beaucoup d'indices pour la chasse à venir. T'sais, quand tu peux évaluer tes prospects, tu peux analyser justement la grosseur de tes mâles, tu peux voir, tu peux même analyser la réceptivité de tes animaux que tu cibles. Donc, c'est super intéressant. Merci beaucoup, PA. C'est quoi ton objectif de base, en fait, quand tu vas positionner des caméras? C'est quoi ton but, en fait, ton but premier à toi, Pierre-Alexandre Tremblay, au niveau des caméras? C'est vraiment variable, mais premièrement, c'est pour comprendre mieux l'orignal, mais ça peut varier dans le sens que si je vais dans un nouveau territoire, je peux localiser des caméras dans des secteurs précis vraiment pour soit évaluer le cheptel dans le secteur, mais c'est sûr c'est approximatif parce que c'est impossible de poser l'intégralité là, des bêtes sur le territoire. Mais le but premier, c'est de mieux comprendre les orignaux. Puis dans certaines situations, ce qui peut arriver également, c'est que c'est vraiment pour évaluer le cheptel, voir les sujets intéressants. Donc, c'est ça. Puis il y a quelque chose qu'on entend souvent. Le monde dit les gros bucks, tu les auras jamais sur tes Kodak. C'est vraiment ça qui est dit. Des Kodak, c'est comme si la marque Kodak faisait encore des caméras espions, des caméras de sentier. On les voit-tu, les gros bucks, ces Kodak? Sont où les gros bucks qui sont pas sur nos Kodak? C'est, en fait, le oui est autant valable que le non. C'est sûr que ceux qui font ces affirmations-là, à 90% du temps, ils ont une saline puis justement une caméra de détection sur le bord d'un étang ou sur le bord d'un lac. Puis ils ont un bloc de sel là, puis bien sûr, le bloc de sel, il est sur le bord de la savane, sur le bord du lac. Là, Ils mettent ça comme à 250 pieds du bord du bois, en plein milieu. C'est sûr que bien souvent, ils photographient la femelle puis le veau, puis un petit pineux, là, un fourcheton. Mais ceci étant dit, c'est sûr que les mâles plus âgés, puis c'est quand même drôle, là, mais il n'y a rien de scientifique, là, c'est vraiment sur une base personnelle. Des observations. Des observations, effectivement, mais j'ai comme tendance à remarquer que les secteurs qui ont énormément de pression de chasse, là, j'ai vraiment l'impression que ces gros mâles-là, ça devient complètement des fantômes sur les caméras. On a de la difficulté à les poser. Puis j'ai d'autres secteurs où la pression de chasse est vraiment moins élevée. Il y en a, mais c'est beaucoup moins élevé. Là, tu mets un bloc de sel là, quand même bien localisé. Là, les gros bocs, ça rentre un après l'autre. On dirait que ça fait que le pour aller au bloc de sel ou en avant des caméras. Puis pourquoi je suis venu un peu à cette conclusion-là, ou en tout cas peut-être à cette hypothèse-là, c'est que
je regardais des amis qui vont dans la zone 29, là, j'en ai quelques-uns, puis ils montrent le photo, puis ils mettent des caméras, puis tu sais, c'est pas la grosse, c'est pas la grosse affaire. C'est pas l'emplacement nécessairement que tu considères comme parfait, mais ils vont être capables d'aller chercher des résultats au point de vue visuel des masters. Des masters incroyables, c'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est ça, exactement. C'est qu'ils vont vraiment chercher des images de beaux mâles, là, vraiment des mâles, souvent, c'est pas près de 50 pouces. Là, je me dis, sacrifice, ça n'a pas de sens réussir à avoir ça, puis je me compare ici, dans Zone 28, j'ai des acteurs qui sont quand même très, très, très chassés par d'autres chasseurs, puis je suis pas capable. Là. J'en ai là, des beaux mâles, mais j'ai beaucoup plus de travail, puis beaucoup plus de... Je dois être très minutieux dans ma localisation de caméra. Là. Il reste que, tu sais, dans la zone 29, t'es généralement pas mal plus dans le nord. Ces bucks-là sont inévitablement moins, mettons, en contact avec l'être humain, probablement moins craintifs de sortir dans des emplacements qui les vulnérabilisent un petit peu. Fait qu'inévitablement, ici, peut-être que nos gros morts de la zone 28, à proximité un petit peu plus de la ville ou dans les premiers kilomètres, l'autre bord de Girardville ou de Dolbeau, etc., ces morts-là sont plus craintifs parce qu'ils savent qu'il y a de l'activité pas mal puis qu'ils sont plus vulnérables un peu. Fait que probablement qu'il y a un lien avec ça. Oui. Ouais, effectivement. Ben, en fait, je pense que c'est le principe un peu de l'instinct de survie. Là. C'est sûr, c'est un gros débat, là, l'affaire de l'éducation. J'adhère pas à ça, là, mais en fait, c'est l'instinct de survie. Là. Puis moi, je pense que les acteurs qui sont beaucoup, beaucoup chassés, qui ont beaucoup de présence humaine ou qui une très grosse pression, ben, ces morts-là sont peut-être un peu plus distants de tout ce qui est... c'est pas qu'ils savent qu'il y a une caméra ou peu importe, mais ils savent qu'il y a quand même une odeur humaine, ils savent qu'il y a ça, mais c'est purement hypothétique. Là. Il n'y a rien de scientifique là-dedans. C'est vraiment juste une constatation que j'ai faite. Mais il reste que, tu sais, les hypothèses scientifiques, puis tout ce qui est scientifique, ça part quand même de des observations. Fait que je pense que c'est non négligeable quand même, tes observations. J'en arrive, je n'étais pas supposé te poser cette question-là immédiatement, mais je vais le faire parce qu'on est vraiment dans le thème. Dans le fond, c'est quoi tes critères au niveau de tes emplacements? Tu sais, tantôt, tu disais un peu des caméras sur le bord des lacs, des caméras dans des emplacements qui sont peut-être un petit peu plus ouverts. Je pense que c'est pas ce que tu affectionnes le plus. Est-ce que je me trompe? Ouais, ben ça va dépendre. Là. Je veux dire, j'ai des salines sur le bord d'un lac. J'en ai une en particulier. Puis j'ai aussi une saline dans une savane. Là. Je dis le secteur à mon père. C'est un peu comme ça que je l'identifie. Mais ceci étant dit, honnêtement, ça va toujours dépendre de mes objectifs et qu'est-ce que je veux aller chercher. Moi, la majorité de mes salines que je fais, c'est des salines qui vont être extrêmement productives tard en saison. Donc, à partir de août, septembre, c'est à ce moment-là que mes salines sont le plus productives. Sinon, ben, je vais placer aussi des caméras dans des lieux, comme j'appelle, dans des lieux névralgiques. Je vais probablement en surprendre plusieurs, mais quand je vais faire de la prospection dans un territoire, là, en tout cas, peut-être que je devance le sujet ou quand je vais installer des caméras. Premier emplacement que je cherche, c'est les aires de repos, les aires de fraîcheur. Ah, c'est surprenant, ça. Ouais. Et moi, quand j'analyse un ça. territoire, là, j'analyse le potentiel d'un territoire par, entre autres, l'aire nourricière. L'aire nourricière est vraiment importante. Mais je vais évaluer la qualité de l'aire de repos, effectivement, en premier. Mais pour donner vraiment la perfection à mon aire de repos, c'est vraiment l'aire nourricière qui est importante. Mais quand je vais prospecter un secteur ou quand je vais installer des caméras, si ça la donne, je vais passer par l'aire nourricière. Mais première place que je m'en vais, c'est l'aire de repos, en partant. J'ai remarqué dans tes vidéos, dans tes captures, que tu as souvent des dénudés humides. Tu as souvent ce qu'on appelle, aujourd'hui on appelle ça des dénudés humides, c'est plus propre un peu, mais on appelle ça aussi communément des swamps. Tu as souvent des swamps dans tes vidéos. J'ai l'impression que tu recherches quand même des lieux où il va y avoir de la mousse, de la savane. Les orignaux semblent affectionner ça, on l'observe quand même beaucoup, ça. Oui, effectivement, ils aiment beaucoup moi j'appelle ça des fonds mouilleux, des fonds de savane ou des nudeux humides. Il y a beaucoup de secteurs qui ne sont pas considérés des nudeux humides. Là, comme mon nid d'amour que j'avais, ce n'était pas un des nudeux humides, c'était vraiment une forêt d'épinette noire. Le nid d'amour, je sais que j'ai déjà vu que tu en avais parlé dans différents posts que tu as fait. C'est-tu ton vidéo qui a vraiment, vraiment cartonné, là, puis que tu as fait beaucoup de vidéos à cet emplacement-là. Maintenant, on voit une femelle avec ses deux veaux. C'est comme une petite swamp. C'est très... ça ressemble à une immense souille. C'est pas une souille, mais ça ressemble... C'est vraiment brassé. C'est-tu cet emplacement-là ou... Non, c'est pas cet emplacement-là. C'est vraiment, mon nid d'amour, c'est vraiment un endroit naturel. Il y avait des quantités de sentiers épouvantables. Puis, T'es plein bois, c'est plein bois. Oui, en pleine forêt, okay, oui. exactement. Okay, c'est en pleine forêt. En fait, c'est comme deux sentiers qui sont parallèles. Puis il y avait comme un pont qui faisait entre les deux. C'est comme un endroit dégagé. C'est pas un méga sentier, mais je vois qu'il y avait beaucoup d'achalandage là.
j'ai installé une caméra dans ce pont-là, puis c'était incroyable la quantité d'images que j'ai pris là. Fait que dans le fond, ce que je comprends de ce que tu dis, c'est que généralement, tu vas chercher des sentiers, puis tu vas mettre des caméras à la croisée des chemins, à l'intersection de ces sentiers-là. Fait que, inévitablement, tu as comme une présence d'orignal qui va être là. Oui, effectivement, on peut l'appeler comme j'appelle ça un point de convergence. OK. Ouais, c'est ça, j'appelle ça un point de convergence. Il y en a qui vont appeler ça des entonnoirs ou peu importe. C'est comme un endroit où les orignaux se regroupent tous, là, mais j'appelle ça comme un point de convergence. Là, je regarde les sentiers, puis à un moment donné, je vois une place que ça converge. Là, je me dis, OK, c'est parfait. Parce qu'il faut y aller aussi avec la probabilité d'avoir des images. Je peux mettre une caméra en plein milieu d'un sentier, n'importe où, je vais avoir des images. Mais si je mets ça dans le point de convergence, où ce que plusieurs sentiers vont comme se rejoindre, il y a plus de chances, en fait, d'en poser. Puis en revenant au sujet, pourquoi je place des caméras dans des fonds humides ou mouilleux, c'est que les mâles, ils aiment particulièrement ces fonds-là pour aller faire les souilles. C'est un sol qui est quand même meuble, c'est de la terre noire, ils aiment ça. Puis là, les gens vont dire, ouais, mais le mâle va uriner, puis l'odeur, elle disparaît. Mais une souille, c'est pas fait pour durer 2 semaines, c'est pour le moment présent. Exact. Donc, j'adore ces endroits-là pour ça. Donc, quand je vais chercher là, des signes dans un secteur, je regarde l'aire nourricière, je dis, OK, l'aire nourricière est vraiment parfaite là, sur papier. Je m'en vais directement dans l'aire de repos où ce que je pense qu'il y a vraiment les signes. Si j'arrive là et je ne trouve pas de signes, ben je vais même pas voir l'aire nourricière. Je m'en vais. C'est intéressant. Fait que là, de ce que je comprends aussi, c'est que tu essaies de trouver un lieu où, en fait, l'emplacement de tes caméras, c'est un lieu où ce qui va avoir tout près un aire de repos, un aire nourricier, communément appelé le McDo, le Kentucky, nomme le restaurant que tu veux, mais pour eux autres, c'est ça, c'est le fast-food. Hein? Puis un endroit où ils vont circuler aussi. Fait que c'est un peu un mélange de plusieurs variables. C'est ce qui va faire que tu vas avoir une... Parce qu'on se le cachera pas, tu as des captures et des captures incroyables. Tu es un gars qui va vraiment chercher beaucoup d'images et j'en suis honnêtement un peu jaloux. Je suis pas juste jaloux de ta voix radiophonique. Je dis que je suis jaloux, mais c'est impressionnant la quantité de captation. Puis tu vois, je pensais que tu avais plus de caméras que ça. Fait que tu dis, j'en ai pas tant que ça, mais je les positionne dans des endroits, des endroits qui sont vraiment précis puis qui correspondent à différents critères qui sont favorables pour les orignaux. Oui, tout à fait, exactement, c'est ça. Puis... quand je parlais en fait quand je parlais de l'importance de trouver comme une ordre de pertinence là, pour les caméras, c'est qu'il y a certains secteurs que je le sais que ça ne vaut pas la peine de laisser des caméras là pour l'automne. Donc c'est pour ça que ça donne comme un effet. La personne qui va voir ma page, elle va se dire, OK, lui, il a vraiment beaucoup de caméras. Mais tu sais, depuis 2 dernières années, j'ai plus de 2000 $ d'investi de ma poche en frais de caméra. C'est sûr que je suis limité. Il y en a qui ont des budgets peut-être plus, on pourrait dire, énormes pour ça. Faut calculer aussi le temps que j'investis là-dedans, les dépenses d'essence, puis les vidéos que je partage. Il n'y a rien qui me rapporte par rapport à ça. Moi, je le fais parce que je tripe. Mais t'as pas d'enfant encore, Pierre-Alexandre. Garde-toi, là, t'as le temps. Moi, ma fille est ici présentement, puis on les traîne avec nous autres. Puis... Mais c'est de trouver l'équilibre là-dedans. Puis, comme là, toi, présentement, t'as investi beaucoup de temps. Puis c'est tout en ton honneur parce que les résultats sont vraiment là. Hey, tu parlais, là, puis un moment donné, excuse-moi, j'ai perdu 10 secondes de ce que tu disais parce que j'ai pris une petite gorgée de notre petite bière sans alcool. Puis honnêtement, elle est vraiment excellente. Là. Ouais. Pierre-Alexandre, j'aimerais savoir, c'est quoi tes découvertes les plus intéressantes que tu as faites à tes salines ou à des emplacements là, de caméras? Ouais, en fait, il y en a une en particulier. Ça a été fait en collaboration avec Jeff. Quand on a fait notre projet d'études là, dans des lieux justement névralgiques, puis là, moi et Jeff, on se parlait depuis un bon bout, puis on se rencontrait au Tim Hortons, puis là, évidemment, à ce moment-là, on n'avait pas de référence, on pourrait dire, biologique. On n'avait pas encore fait là, l'exercice. On était vraiment encore purement sur l'analyse, en fait, de nos images. Là, tu dis Tim Hortons parce que t'es commandité par eux, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, c'est ça. Bon. Ils me fournissent le café en forêt, Jean Livreur. J'espère que tu vas pas te chercher des petits copes de café à chaque matin. Comme, ça serait triste, ça coûterait cher. Hein? Faut faire attention à l'environnement. Ouais, effectivement. Excuse-moi, je t'écoute pas la parole. Yes, il n'y a pas de problème. Puis, en fait, c'est ça. Puis, en revenant sur mon sujet, là... on allait au Tim Hortons, puis on discutait, puis moi puis Jeff, c'est ça qui est cool, on a vraiment une belle chimie, puis on se challenge tout le temps. Jeff, là, lui, il arrive tout le temps avec Jeff, il va rire, là, mais qu'il entend ça. Là. Il arrive tout le temps avec une petite théorie ou une petite histoire, puis là, moi, justement, mon côté un peu plus rationnel, plus objectif, puis là, genre, mais Jeff, est-ce que tu as pensé à ça? Ah, il dit pas fou, ça. Puis là, on se challenge un peu de même, puis là, des fois, il me remet en question, il m'arrive avec un nouveau point, puis bref. Fait qu'on en est venu qu'au fil du temps, ben là,
plus qu'on se challengeait, plus qu'on se rapprochait d'une réalité, on pourrait dire. Mais des observations, pour être bien capable de les faire, il faut premièrement tout déterminer les biais. Qu'est-ce qui peut biaiser l'interprétation? Puis là, quand tu les as tout identifiés, à un moment donné, tu te rends compte que là, tu es vraiment sur la bonne track. Là. Puis à un moment donné, ben, on en est venu au stade que quand il fallait que j'écrive mon article sur les 2 grandes périodes de vulnérabilité, fallait absolument que j'aille faire un tour avec Jocelyn Noël, que lui écrit la dynamique du RUT. Puis là, je corrobore mes données, puis que je regarde voir qu'est-ce qui correspondait avec la dynamique du RUT, avec nos dates. Parce que nous, on a vraiment ciblé des pics d'activité dans nos dates là, qu'on avait ciblées sur dans tes observations avec Jeff. Là. Okay. Exactement, c'est bien ça. Puis quand je suis arrivé chez Jocelyn, et là, c'est vraiment pas monté ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment vrai. Là. Nous, on n'avait aucune référence biologique. On n'avait pas fait de lecture. On n'avait vraiment pas biaisé notre interprétation pour pas tricher. Là, peux-tu nous localiser? Excuse-moi, on est dans quel secteur à ce moment-là? Tu parles au niveau de quand je suis allé voir Jocelyn? Oui. C'était à Charlevoix. Lui, okay. il demeure dans ce coin-là. Okay. Je sais pas c'est quoi le nom de la ville. Là. Peut-être qu'il va dire que c'est pas là, mais en tout cas, je pense que c'est à Charlevoix. Mm-hmm. Je m'en vais le rencontrer, puis on discute. Puis je dis, écoute, Jocelyn, nous, là, on a vraiment ciblé dans la première période de vulnérabilité, qui était à la mi-septembre, on a vraiment ciblé 2 dates, là, ça peut varier, là, le 24, là, 48 heures, là, mais j'ai dit, c'est vraiment 2 dates. J'ai dit, c'est le 12 septembre et le 18 septembre. J'ai dit, je sais pas c'est quoi qui se passe ça, mais il y a vraiment, vraiment de quoi là, de débile qui se passe sur nos caméras, puis c'est tout le temps comme une horloge à chaque année. C'est intéressant, ça. Vraiment. Puis là, il arrive, puis il me dit, ouais, mais il dit, je vais te l'expliquer, tu vas voir, c'est super simple. Puis là, il me sort la dynamique du RUT, puis là, il me montre ça, puis il me dit, regarde, il dit, le 12 septembre, ça correspond en moyenne pas mal à chaque année au début de la cessation alimentaire des mâles matures. Puis là, on regarde ça, puis je dis, OK, c'est quand même intéressant. Puis là, je parle du 18 septembre. Ben, il dit ça, le 18 septembre, c'est la médiane de la cessation alimentaire. Puis la médiane de la cessation alimentaire, je vais l'expliquer pour que ça soit quand même simple pour les gens, c'est que ça dure en moyenne 2 à 3 semaines, la cessation alimentaire des grands mâles, les grands mâles matures. La médiane, on dit, pourquoi on le dit, c'est qu'elle survient environ 10 jours avant le pic central du RUT, que lui est le 27 septembre. Donc, si on prend le 27 septembre, puis on enlève 10 jours à ça, on tombe le 17 septembre, qui correspond au 17-18 septembre. Donc, en réalité, la médiane de la cessation alimentaire, pourquoi qu'elle est importante, c'est que ça peut être le 18 une année, l'année d'après le 20, mais pourquoi qu'elle est importante, c'est que c'est à ce moment-là que les propriétés incitatrices de l'urine est à son maximum. Donc, l'urine à sang est à son meilleur. C'est là qu'elle sent vraiment, vraiment fort, qu'elle est méga concentrée. Puis c'est surtout à ce moment-là que le mâle va faire le plus de souilles. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué sur le territoire, là, tu rentres le 26-27 septembre, là, tu sais, quand la chasse ouvre dans ces dates-là, tu arrives, tes souilles, ils ne sentent plus rien. Ça date tout le temps de 4-5 jours. C'est vraiment intéressant ce que tu dis, parce que ça, c'est des observations que j'ai faites souvent. C'est en lien un petit peu avec la question que je t'ai posée dans le dernier podcast sur quand tu commences ta chasse, mettons l'ouverture de la grosse chasse ici en zone 28 vers le 23-24 septembre, quand tu arrives sur une souille, est-ce que cette souille-là veut dire que tu as un gros mâle à proximité? C'est un petit peu en lien avec ça, parce que moi, je l'ai observé souvent, je t'ai posé cette question-là, parce que ça m'est arrivé très régulièrement de trouver des souilles, puis que finalement, le bas qui n'était pas nécessairement à proximité, il pouvait être rendu à ce moment-là à quelques kilomètres, puis il a été récolté par d'autres chasseurs que je connais bien dans les alentours. Enfin que, ouais, c'est cool ce que tu dis. Oui, vraiment. Moi, je te dirais que c'est ma plus grande découverte que j'ai faite. Le 18 septembre, puis moi, je m'en rappelle, je rentrais en forêt, là, les souilles, c'était toujours délaissé. Fin septembre, 26-27, je rentrais, il n'y avait plus rien. Là, les souilles, ça sentait plus rien. Mm-hmm. Bien sûr, je regardais mes relevés de caméra, ça faisait 4-5 jours que les mâles étaient partis. Ils étaient ailleurs. Là. Puis on se disait, crème, les orignaux, on dirait qu'ils sont disparus, mais ils sont pas disparus. Là. Ça se peut qu'ils soient en périphérie, ils peuvent être à 700-800 mètres. Je te dirais que ça, c'est probablement ma plus grande découverte parce que je me disais, c'est quoi les chances que j'arrive puis que je parle avec l'auteur de l'article de la dynamique du RUT, je parle de 2 dates, puis les 2 dates correspondent exactement à ce que la biologie explique puis parle. C'est incroyable. Puis là, tu sais, je veux dire, les études, c'est fait dans d'autres endroits, mais là, toi, tu arrives dans des secteurs qui sont bien organisés. Tu sais, je veux dire, oui, on est en territoire libre, on est dans des secteurs quand même plus reculés, mais ça reste que ça reflète ce que les études parlent. Puis là, j'ai fait, OK, non, c'est pété, là, vraiment. Là. C'est vraiment fascinant ce que tu dis, puis c'est super évocateur. Moi, ce que ça me dit, c'est que en période de chasse, quand on commence, soit on est au milieu de l'arbalète, ou soit on est au début de la grosse chasse à carabine, chaque journée est vraiment crucial. J'ai l'impression que chaque journée chez l'orignal à ce moment-là a un rôle et est vraiment importante. Puis de jour en jour, il y a une évolution qui se passe au niveau hormonal. Puis tu sais, là tu dis le 18, ça ouvre le 23.
c'est tout bien juste 5 jours après, tu sais. Fait que le 18 septembre, grosse concentration au niveau de l'urine, au niveau hormonal, testostérone et compagnie. Ils font le souille, c'est ça, souvent vers cette journée-là, 17, 18, 19. Ça peut varier d'individu en individu. Là. Je veux dire, ça peut arriver que tu as des mâles vont faire... ça peut arriver que tu vas avoir un mâle mature le 18 septembre, son urine, elle ne sera pas encore à son top, tu comprends? Mais ce que la littérature nous apprend, c'est que les mâles matures, 18-20 septembre, normalement, là, c'est pas mal là-dedans. Mais tu peux avoir un mâle mature qui va faire une souille le 25-26 septembre. C'est pas ça que je dis. Là. C'est que dans ces dates-là, c'est vraiment que c'est là que ça se passe. Puis le pourquoi, c'est que le mâle, il se promène, il va dans des lieux névralgiques, il creuse des souilles. C'est comme une carte postale. Lui, il s'affiche comme prétendant. Il affiche aux autres mâles aussi que c'est I am the boss. C'est moi qui vais runner à la place. Il s'affiche. Puis en même temps, ça a des propriétés vraiment... puis ça, c'est vraiment intéressant, là, mais on ne rentre pas dans le sujet, mais ça a un rôle aussi chez la femelle. C'est pas clair à 100% le rôle que ça joue. Là. Les biologistes sont pas mordicus sur qu'est-ce que ça crée chez la femelle, mais c'est sûr que ça a un effet d'excitation. Puis, par le même fait, lui, il magasine. Moi, j'appelle ça une période de magasinage. C'est pour ça que c'est une période d'activité. Lui, il se promène, il cherche, puis il cible ses femelles. Puis, quand il a ciblé ses femelles, c'est pour ça qu'on dit que la fin septembre, c'est le pic d'activité sexuelle. Puis, c'est peut-être pas la meilleure période pour quelqu'un qui chasse dans une tour. Qu'à moins que sa tour soit vraiment bien localisée. Là. Y a-tu encore du monde qui chasse dans les tours? Ou hein? Les maudits tours, hein? Les tours. Faut respecter ça. Mon père chassait dans les tours il n'y a pas si longtemps. J'ai fait changer de mood. Ouais, mais moi, mon père chasse encore dans les tours. Puis, je trouve que c'est bien correct aussi parce que, tu veux pas, t'es relax, t'es assis là. Faut juste pas que tu t'endormes. On parlait d'emplacement de caméra. Ben, emplacement de tour, justement, c'est un sujet intéressant, on en avait parlé hors podcast, là, mais une tour peut être autant productive qu'un chasseur qui marche. C'est juste que le problème, c'est que les gens installent une tour pour 25 ans. Une tour, c'est pas bon pour 25 ans pour la simple et unique raison que l'habitat change, il y a des perturbations, donc c'est pas fixe. Mais c'est sûr qu'il va toujours avoir le du que moi, ça fait 25 ans que je suis à la même place. Oui, mais toi, tu fais partie du probablement du 5% que ça marche bien. Tu sais. Puis, tu sais, dans le fond, tout ce qui est bûcher, ça évolue, ça monte. Puis là, c'est là qu'on s'aperçoit que les tours qui ont été faites en bordure de bûcher sont de moins en moins payantes. Puis, tu sais, je pense que le best du best, c'est de positionner les tours dans les lieux que tu nous as expliqué tantôt, des transitions d'air nourricière, des transitions d'air de repos, avec des emplacements où il y a des sentiers naturels. Je pense que ça, c'est des maudites belles places pour mettre des tours. Tu sais. En fait, tu l'as très bien mentionné, puis en fait, la chasse à l'orignal, c'est simple, c'est une probabilité d'interaction. Donc, si tu localises bien tes vocalises, si tu es dans une tour, tu es bien placé, ben, tes probabilités d'interaction sont meilleures. Tu te fais plus entendre. Il y a plus de chances qu'une bête passe par là. C'est juste ça la chasse. C'est pas le but d'installer une tour parce que les gens, ils veulent s'installer une tour parce qu'ils veulent voir l'orignal là arriver. Ils n'installent pas la tour là parce que l'orignal, il passe là. C'est ça le problème. C'est vraiment intéressant ce que tu viens de dire là. Hey, ça, c'est plate, mais il va falloir que je te réinvite parce qu'on pourra en parler longtemps. Tout à fait. Mais merci. Fait que dans le fond, en théorie, ton observation la plus impressionnante que tu as eue, c'est des gros mâles qui font des souilles devant tes caméras. Est-ce que c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Puis c'est de faire vraiment regarder les dates puis de voir que l'activité correspond vraiment à ce que la biologie nous parle. Ça, c'est vraiment révélateur. C'est ma plus belle observation, je pense, que j'ai faite, là, la plus impressionnante. Ouais. Hey, merci, PA. Yes. C'est bon. Pierre-Alexandre, on en parle souvent ensemble. On en jase régulièrement. On s'envoie des petits messages vocaux où on s'appelle. On parle souvent d'emplacement de salines. On parle souvent de lieux, des zones névralgiques, des zones qui sont vraiment ciblées. Tu le sais que, je pense que de mon côté, j'ai des bonnes salines, j'ai des bons emplacements. Moi, je suis un gars qui va quand même utiliser une variété quand même de produits parce que j'ai eu des beaux résultats avec ça, parce que j'y crois. Je respecte à 100% ceux qui en utilisent moins ou qui n'en utilisent pas. Je pense que ça génère de mon côté une belle action. Je donne un exemple. Des fois, je vais arriver, je vais positionner une caméra à un emplacement, je vais juste mettre un bloc de sel. Oui, je vais avoir une présence d'orignal. Je vais arriver, je vais mettre, admettons, une poudre d'urine ou un autre produit. Puis 1 ou 2 journées après, boum, l'arrivée d'un gros boc, il va venir sentir ça. Il va rester plus longtemps devant la caméra. Il ne passera pas nécessairement 2 heures là, mais en tout cas, je parle vraiment de mon côté. Après ça, il va partir, mais au moins, je vais l'avoir eu sur caméra. T'sais. Puis de mon bord, ça génère vraiment des belles choses. J'aimerais quand même avoir ton opinion un peu par rapport à ça. Ouais, ben en fait, j'ai fait quand même beaucoup de publications sur le sujet. Peut-être qu'il y a des gens qui vont penser que je suis un anti-produit. Là. Mais en fait, c'est pas mon point n'est pas que je suis anti-produit. Je suis plus de ma philosophie, c'est plus l'aspect de la localisation.
Puis quand tu as bien localisé ta caméra, ça peut être juste ta caméra ou ta station de minéraux, puis après ça, c'est beaucoup plus simple d'arriver puis mettre le produit de ton choix, puis tu mets ton produit, puis là, tu vas avoir des résultats qui sont maximaux. Le problème, c'est qu'il y en a qui pensent qu'ils vont mettre une saline, une station de minéraux à une place, puis ils vont pouvoir mettre plus d'argent, puis ça va marcher autant. Mais c'est ça un petit peu le problème. Ouais. Mais quand tu as bien localisé ta caméra, ta station de minéraux, tu mets tes produits, ben là, tu as vraiment le meilleur des deux mondes, ça c'est certain. Moi, c'est vraiment ça ma philosophie. Personnellement, j'en utilise très peu. J'en utilise soit de l'anis, une jam ou du soufre. Puis moi, c'est ce que je prends. Je mets tellement de caméras en forêt, commencer à me prendre des produits sur chaque emplacement que je vais, ça finirait plus. Là, mais c'est totalement correct d'en prendre. C'est juste de modérer puis de mettre nos énergies au bon endroit. De mon côté, c'est un petit peu une question d'essai. J'aime ça, essayer des choses. J'aime ça voir, tu sais, bon, ça, qu'est-ce que ça va avoir comme résultat? Qu'est-ce que ça va générer, tu sais? Puis je vois ça comme un petit peu un espèce de jeu. Tu sais, j'arrive, j'essaie des produits. Des fois, ça a des résultats, des fois, ça en a moins. Mais dans tous les cas, ça m'amène du plaisir en forêt. Puis je pars avec les enfants, mets ça dans le pack-sac. On installe ça, c'est le fun, ça sent bon. Puis c'est ça. Enfin, je pense que ce qui est important, c'est de respecter l'opinion de chacun par rapport à ça. Puis oui, de plus en plus, il y a quand même un débat qui a lieu en lien avec ça. Sauf que je pense que c'est une question tout le temps de respect. Puis j'ai bien aimé tes propos extrêmement équilibrés dans le sens où commence par faire tes devoirs, commence par faire ta job en tant que chasseur, en tant que prospecteur de territoire. Trouve-toi un bon spot. Trouve-toi un emplacement qui va être privilégié pour la présence des orignaux. Puis après ça, ben, si tu as envie d'utiliser des produits, je pense que ça peut être somme toute quand même assez positif. Mais il faut respecter l'opinion de chacun. Oui, tout à fait. Je suis 100% d'accord avec toi là-dessus. Là. Ça, c'est certain. Yes, sir. Donc, il y a un élément que tu m'as dit tantôt, hors tournage, que tu voulais nous parler. Puis ça a vraiment piqué ma curiosité. Puis je te laisse aller par rapport à ça. Yes, parfait. Ben, en fait, on a développé au fil du temps comme deux stratégies d'études, comme je peux dire, là, qui... on pourrait dire qui facilite, excuse-moi, j'ai accroché mon mot, qui facilite là, au niveau là, des observations durant l'automne. Puis, en fait, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent, ils trouvent une souille, puis là, ça c'est une première stratégie d'étude. Ils trouvent une souille, puis là, ils arrivent, ils mettent de l'urine, puis ils mettent une caméra, puis ils disent hey, cette année, ça va être l'enfer, on va poser des images de fou. Puis là, j'en parlais dans la première partie, justement, un peu de ça. Ils mettent la caméra, puis ils se rendent compte qu'il y a juste des femelles, il y a un petit boc qui passe, puis le gros boc, hey, il est disparu, il est plus là, puis nanana. Ben, ça, c'est cette première stratégie d'étude-là. C'est qu'il y a des gens, ou même nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on arrivait, on trouvait une souille, on trouvait un site, on prend de l'urine, on en met là, puis on arrive et on met une caméra. Là, on va capter des images. Mais c'est pas le lieu nécessairement que le mâle mature a décidé cette année-là, puis c'est pas là que ça se passe. C'est qu'on va poser des femelles puis quelques petits mâles, mais on posera pas le kingpin ou on pourrait dire le clan d'orignaux qui va avec. On posera pas lui, là, exactement, c'est ça. Puis la deuxième stratégie d'étude, puis c'est vraiment elle qui est la plus... C'est la plus difficile parce que ça prend le secteur pour le faire, mais c'est la meilleure pour faire des observations. C'est la plus fiable aussi. C'est qu'on trouve un secteur qui a une convergence de sentiers. Il y a des signes automnaux qui sont faits de façon récurrente. Donc, à chaque année, dans ce secteur-là, il y a des souilles, il y a des frottés qui sont faits. Puis là, quand tu vas placer tes caméras dans ces trous-là, c'est les meilleures observations que tu vas avoir parce que les orignaux ils retournent là naturellement année après année. Mais ces secteurs-là sont très difficiles à trouver. Puis j'ai remarqué, j'en avais parlé encore une fois dans le premier podcast, là, mais c'est vraiment des secteurs où la forêt est souvent plus mature. Okay. Les forêts plus de 50-60 ans, où le sous-étage, il ne change pas beaucoup dans ces forêts-là. Là. Donc c'est vraiment des secteurs précis, puis à chaque année, ça se repasse dans le même endroit. Est-ce que tu vas mettre du sel? Rien. C'est absolument 100% naturel, même pas d'odeur, rien. Donc, une zone de passage, une zone où ça va circuler exclusivement. Là. Exactement. Donc, année après année, dans ce secteur-là, il y a toujours des souilles. Puis bien souvent, là, c'est dans un genre de 1000 pieds carrés. Il y a toujours des souilles, des frottés. Mettre des caméras là-dedans, c'est les meilleurs sites pour faire des observations. Donc, c'est les deux stratégies qu'on a développées. Il y en a une qui est moins fiable, qui est plus biaisée. Parce que l'on met de l'urine, on provoque on pourrait dire une action. Tandis que dans l'autre secteur, ben là, c'est vraiment la meilleure stratégie. C'est vraiment des comportements 100% naturels. Ils vont là naturellement année après année. Là. C'est vraiment deux stratégies qu'on a développées. Là. La deuxième, c'est probablement ma préférée, mais la plus difficile à appliquer. Ouais. Ah ben merci de nous avoir apporté ces éléments-là de plus, PA. Super intéressant. Yes. Alors Pierre-Alexandre, on est rendu à un moment que j'attendais depuis longtemps. Les deux questions classiques
Territoire libre, une présentation du Coureur des Bois et Maniaque de prospection. Donc, Pierre-Alexandre, première question. Quel est le moment le plus extrême que tu as vécu en forêt depuis que tu es né dans le bois? Parce qu'on sait que tu es né dans le bois. On peut quasiment dire ça. Maman, elle a couché sur le 4 roues. Ah ouais, c'est ça. Mais, on en reparlera de ce fameux événement-là. Hein. Ça, c'était extrême. Ça, c'était extrême. Ah, c'est ça ton moment le plus extrême? C'est ça, mais non, mais sans blague. Je dirais que ça n'a pas été extrême, mais ça aurait pu être très extrême, pas pour notre santé, mais pour notre santé, pas santé physique, mais santé mentale. C'est cet automne, justement, on est avec la gang de Chasse Maniaque, on finit notre journée, juste pour mettre en situation les gens. Le matin, vu qu'on fait des grandes marches, on le fait la veille, en fait. Là. On met un 4 roues ou un véhicule vraiment à l'extrémité de l'endroit où on va sortir pour être capable de revenir, parce que là, si on fait 12 km, à faire ça à pied, c'est épouvantable. Donc là, la veille, on va prendre le pick-up à mon père, on va le mettre dans le haut de la zone, puis on se dit, bon, parfait, demain, on va sortir là, on prend le pick-up, on revient. Là, mon père, il dit, laisse les clés dans le pick-up, il dit, ça va être correct. Fait que là, je dis, OK. Mais là, finalement, c'est lui qui prend les clés puis il va y mettre. Mais mon père, là, excuse-moi de le dire le terme, mais il est branleux des fois. Là, ton père, il est-tu branleux? Des fois, c'est ça. Mais il est bon avec ses mains, genre pour faire là, de la menuiserie ou plein d'affaires. Mais des fois, il y a un côté branleux. Là, non, mais on a tous nos petits côtés un peu des fois. Maladroits. On a tous nos petits côtés branleux sur certaines choses. Ah ouais, c'est ça. Donc là, il est lunatique un peu aussi des fois. Fait que là, on va stationner le véhicule, puis le lendemain, on décolle, on fait notre journée, on fait au moins un 12 km de marche, mais là, dans une grosse montagne. Puis on arrive à la fin de la journée, il est à peu près aux alentours de 6 heures. Hey, on est brûlé, puis on est content. On dit, hey, la bière, elle va être bonne à soir. Fait que là, j'arrive pour rentrer. Je dis, je t'ai mis où les clés? J'ai le pick-up est barré. Ah, mais il dit, ils sont sur le siège. Ben là, je dis, ça va pas bien, mon homme. Là. J'ai dit, les clés sont. J'ai dit, sont bien pas là, les clés. Hey, ça se peut pas. Ben, j'ai dit, j'ai dit, les clés sont là, mais je la porte à barrer. J'en ai fait, là. Mais là, on passe dans notre affaire. Le chemin, sans blague, il y a au moins à peu près facilement 10 km de marche à faire pour revenir. Une belle run, là. Oh oui, vraiment. Puis aller juste au chalet, pour repartir au chalet, ben là, on avait encore un autre bon 6-7 km. Là. On sait qu'en période de chasse, à ce moment-là, la noirceur, elle arrive extrêmement vite. On le sait parce que souvent, on va tirer, mettons, une bête vers 6h25. Puis je te dirais que t'es pas mal au max de ta demi-heure après la noirceur là, qui est légale. Fait qu'à ce moment-là, quand la noirceur tombe, j'espère que t'as pas tant de loups dans ton secteur. Ouais, ben on était dans la réserve faunique de Laurentide. Il y avait quand même un peu de loups dans où on était, mais ça me stressait pas tant que ça. Puis là, nous autres, on traîne tout le temps de la broche de jardin. Pour exemple, on récolte notre gibier, on accroche les pattes avec ça. Je te vois venir, là. Ouais. Fait que là, je disais à mon père, j'ai dit, on a de la broche. J'ai dit, check bien ça, on va s'organiser quelque chose. Tu sais, lui, son pick-up, il y a un Dodge, puis là, c'est comme c'est comme une barrure, là, c'est comme une affaire droite, tu sais, là. Mais dans le haut, il y a comme là, des petites incurvées là, par là-dedans. Fait que là, on essaye avec parce qu'il y a comme une gaine par-dessus la broche de jardin, c'est une gaine verte, là, comme un caoutchouc. Là, on essaye, puis ça marche pas. Puis là, on avait comme rentré un bout de bois pour écarter la porte, là. On avait rentré un bout de bois dans le haut. Puis là, on essayait, puis ça marche pas. Puis là, je dis là, on n'a pas le choix, on va enlever la gaine, puis on va l'essayer juste avec la broche. On réussit à rentrer à la broche, puis le rentrer dans le petit incurvé. Il devait avoir un quart de pouce d'incurvé. Après combien de temps? Ça a pris au moins 30 minutes. Là. La noirceur a commencé à arriver. On a réussi à le rentrer, puis là, on tire, puis là, la barrure, elle croche, puis elle finit par monter. Puis, on criait au meurtre. On s'est sauvé un méchant bon 10 km de marche. Là, je viens de comprendre c'est qui avait volé dans mon truck une couple d'années. Ouais, c'est ça. Ça, c'est dans le temps que tu t'appelais Pierre Bock. C'est pour ça que tu as changé de nom. J'ai changé de nom. Le monde, il change ma réputation. Le monde, il commençait à savoir c'était qui le vrai Pierre Bock. C'est ça. Fait que finalement, ça s'est quand même bien terminé tout ça. Là. Ça s'est bien terminé, mais là, on s'est dit de toute façon, si ça va mal, Kalinours, il va venir nous sauver. Pour les gens qui ne connaissent pas Kalinours, c'est Charles Gingras, c'est son surnom. Il va venir nous sauver, il va venir nous voir où on est. On arrive au chalet, eux autres, ils sont arrivés d'une grande marche. Ils sont arrivés comme pas loin de 10h le soir. On aurait séché, là. On aurait séché solide. T'aurais pas pu te fier à lui? Non. Tantôt j'abordais le sujet des loups. Je disais ça en blaguant un peu. Mais récemment, là, on est en 2023. L'automne dernier, dans le fond, il est arrivé quand même une couple de situations dans le bout de où est-ce qu'on chasse, nous autres. Mais pas précisément où est-ce qu'on chasse, mais à quelques dizaines de kilomètres, des gens qui ont été quand même traqués par des loups. Puis on aura peut-être la chance d'en reparler de ça, mais là, je fais juste un teaser, c'est un peu plate. Mais Pierre-Luc, mon acolyte de Territoire Libre, m'a raconté une couple de situations où ce que les loups, ils ont quand même ils ont eu du guts.
Puis je sais pas c'est quoi qui s'est passé cette année, mais c'est quand même... ça peut arriver des fois que les loups vont nous tourner autour. Mais moi, ça m'est personnellement jamais arrivé, mais j'ai entendu plusieurs histoires de personnes qui m'entourent. Mais tu sais, cette année, il y en a eu quand même quelques-uns dans certains secteurs. Enfin, je pense que... En tout cas, c'était mieux que tu rentres en pick-up. Là. Je veux pas dire que faut craindre les loups et tout ça. On s'entend que les bêtes sauvages, généralement, elles viennent pas vers l'humain, soit de jour ou de soir. Là. Nos grands-pères, dans le temps, marchaient dans les sentiers puis revenaient en pleine nuit puis ils n'ont jamais été attaqués. Mais quand même. On aime mieux revenir en pick-up qu'à pied. Là. Ouais, ça fait du bien aussi après une journée de marche. Là, on est bien content. Tu dois être le genre de gars comme moi qui marche all day long puis qui arrête pas pantoute. Puis qui... Ouais, c'est sûr que là, on prend des pauses là, à un moment donné. Mais quand on est à la Réserve de Laurentides, ça monte. Là, pas le choix de prendre des pauses. Là, sinon, c'est montagneux. Ouais, c'est pas comme chasser à Jarville. À Jarville, le terrain, oui, il y a des montagnes, mais c'est beaucoup. Ça pardonne plus. Là, mais à la Réserve de Laurentides, des montagnes d'1 kilomètre avec des 150 mètres de dénivelé, c'est pas épeurant. Hey, merci beaucoup, Pierre-Alexandre. C'était pas pire, ça, comme petite histoire. Ouais. On va y aller avec le deuxième classique, la deuxième question classique, territoire libre. P.A. Desbois, si tu avais un conseil à donner à un chasseur néophyte ou quelqu'un qui voudrait s'améliorer, ce serait quoi? Ouais, il y en a deux. C'est l'introspection puis la remise en question. Mais l'introspection pour nous-mêmes, puis la remise en question en général de tout ce qui se passe, re-questionner, puis même re-questionner aussi qu'est-ce que vous voyez, les hypothèses, qu'est-ce que moi je dis, qu'est-ce que les autres disent. Remise en question, corroborer avec vos expériences. C'est un peu en lien avec ce qu'on discutait l'autre jour ensemble, d'être capable de prendre les faits vécus en forêt, qu'ils soient positifs ou négatifs, ou encore des trucs à améliorer. Tu te regardes d'un œil introspectif, être capable de voir qu'est-ce qui est arrivé, puis qu'est-ce que je vais pouvoir faire l'an prochain, qu'est-ce que je vais pouvoir améliorer comme situation. Je te donne un exemple. Cette année, on a fait une extraordinairement belle récolte à l'arbalète. Je pense qu'on a un beau vidéo qui en témoigne aussi, une belle récolte avec Pierre de la Liberté, mon acolyte de territoire, puis Mathieu Desbiens, un de mes très bons amis. Une très belle shot de proche à l'arbalète. Puis disons que quand je suis arrivé dans mon territoire à Carabine après ça, moi j'avais pas mis mon permis sur cette bête-là, c'était Pierre-Luc et Mathieu, bien évidemment. Puis quand je suis arrivé dans mon territoire à Carabine après ça, je me cacherai pas que je suis arrivé un peu cocky, là. Je suis arrivé un peu avec pas mal de confiance. Puis perso, je trouve que j'ai été un peu agressif sur une approche, sur un beau mâle le samedi de l'ouverture. J'étais avec mon beau-frère à ce moment-là, puis avec du recul, je le sais que même si j'ai déjà récolté plusieurs beaux oignons dans ma vie avec cette approche-là, à ce moment-là, cette approche-là n'a pas fait. Puis je sais que cette année, à la chasse qui s'en vient, je ne reproduirai pas ces erreurs-là. Donc, œil introspectif, 100% d'accord avec toi. Ouais, ben c'est ça. Puis, tu sais, en fait, je fais une parenthèse avec ce que tu dis, c'est juste d'avoir aussi l'aptitude à apprendre à s'adapter. En fait, là, je pense que les gens ont souvent tendance, puis ça, c'est justement quand on parle d'introspection, je pense que c'est la plus grande découverte que j'ai faite, c'est vraiment l'aptitude à s'adapter, vraiment à s'adapter à chaque situation. Fait, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris avec l'introspection. Puis, tu sais, des fois, c'est pas facile là, de se dire, OK, bon, ben là, j'ai fait telle affaire, il faut plier un peu sur notre orgueil. Là. Puis, je vais donner un exemple. Cette année, dans les Laurentides, là, j'ai pris des mauvaises décisions au mauvais moment. Avec Chasseur-Maniac. Avec Chasseur-Maniac, j'étais dans une coulée, puis à un moment donné, en tout cas, Vital, mon coéquipier, a entendu comme un son de femelle, comme genre 9h ou 10h le matin. Puis là, c'était comme vraiment loin. Il dit, je pense, j'ai entendu quelque chose, mais je suis pas sûr. Là, on écoutait. Puis ça a donné que le moment que la deuxième fois ça s'est passé, j'ai juste bougé ma jambe. Moi, je l'ai pas entendu, mais mon père, Vital, l'a entendu. Puis là, ce sont les deux dévrés. Puis on dit, on pense, mais on n'est pas sûr. Là, 2 fois. Là, moi, j'ai rien entendu. Là, je me dis, bon, je dis, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Remonter là, je dis, il y a 1 kilomètre de marche, ça monte. Je dis, bon, je vais me fier à mon instinct, je vais me fier à mon trajet original. Puis ça a donné que quand on était chercher la caméra, c'était bel et bien ça. Il y avait 6 oignons devant la caméra. Là. Il y avait genre 45-50 pouces. Là. T'es sérieux? Ouais. Fait que la morale de ça, c'est que, je veux dire, par après, on est capable de faire le constat puis dire, bon, j'ai pris une mauvaise décision, mauvais moment. Est-ce que, je veux dire, je peux me dire que c'est de ma faute? Non, parce que je veux dire, des mauvais choix, mauvais moments, on appelle ça du timing. Puis ça, on peut pas contrôler tout le temps ça. Mais tu sais, c'est juste que parfois, ben, quand on entend 2 sons, ben, c'est de faire confiance à nos coéquipiers et de dire, bon, OK, on va prendre le guess et on va aller voir. Là. Je comprends. Puis sur le long terme, je pense qu'a priori, il faut comprendre que sur le long terme, ben, les résultats de suivre son instinct, ça va être payant. T'sais. Enfin, dans certaines situations, ça ne fonctionnera pas. Mais généralement, notre instinct à la chasse, je pense que c'est la pierre angulaire
de tout chasseur. C'est la plus grande qualité à avoir, être capable d'être instinctif, puis suivre ce qu'on a dedans de nous, puis le feeling, comme on pourrait dire. Oui, effectivement, c'est ça. Puis je pense que l'instinct a fini par se développer puis devenir meilleur au fil du temps quand tes connaissances, deviennent meilleures. Ça vient qu'au fil du temps, ton instinct, elle fait comme un peu suivre là, tes connaissances. Donc là, tu viens qu'un instinct qui fit là, avec tes connaissances. Puis là, tu prends souvent des bonnes décisions au bon moment. Des fois, ça arrive que c'est pas le cas. Puis la remise en question, c'est juste que j'ai l'impression qu'il y en a qui vont... en fait, on est tous pas mal sur Facebook. Là. Ceux qui vont regarder le podcast, en majorité, vont être sur Facebook. Puis, en fait, là, on lit des choses sur Internet, puis on dirait qu'il y en a... On dirait que juste parce qu'ils ont réussi dans la vie, ils ont réussi à se rendre là, tout ce qu'ils disent, c'est 100% vérité. Mais même moi, si je vois quelque chose, j'essaie le plus possible de le marquer. C'est mon interprétation, c'est moi qui le vois comme ça. Puis pas nécessairement prendre pour du cash tout ce que les gens disent. Si la personne a dit « Ah, je suis arrivé dans une suche, j'ai vu des traces sur un bloc de 45 pouces », ça veut pas dire que c'était un bloc des traces de 45 pouces. C'est juste d'avoir une remise en question, puis avoir un esprit peut-être critique, puis pas nécessairement critiquer ce que les gens disent, mais avoir un esprit critique face à ce qui est dit. Je pense que c'est les deux meilleurs conseils que je peux donner là, pour se développer et devenir meilleur. J'adore ce que tu dis parce que, tu sais, le monde de la chasse, il y a beaucoup d'impondérables, il y a beaucoup de variables à considérer. Parfois, un orignal va avoir tel ou tel comportement. Des fois, un orignal va avoir un comportement qui va être complètement à l'opposé. J'adore ce que tu dis parce que, tu sais, je pense qu'il faut sortir de ça le côté « ça, c'est noir, ça, c'est blanc ». Je pense qu'il faut conserver des opinions qui tournent autour de quand même une certaine zone grise. Puis ça en revient tout le temps un petit peu au principe scientifique. Comment la science évolue, ça commence par des théories, ça commence par des observations, ça commence par... on va observer des choses, mais en même temps, il faut quand même douter de ce qu'on observe. Tu parles souvent de... Tu utilises le terme des biais. Hein? Ouais, il faut enlever ce qui peut biaiser, puis après ça, on va être capable d'aller vérifier des choses. Tu sais. Puis je pense qu'il faut effectivement beaucoup douter. Douter de nous, ben oui et non, parce que tu sais, il faut avoir confiance en nous. Remettre en question. Remettre en question, exactement. Ouais. Puis en fait, c'est un peu ça. Puis je peux peut-être m'inclure parfois parce que probablement que ça m'arrive, là, mais j'essaie le moins possible que ça m'arrive. Mais je pense que la plus grande lacune en ce moment, c'est que les guides, faut pas. Tous les guides, je m'inclus, on fait des observations. Faut pas les prendre et toutes les mettre à la poubelle. Mais le problème, c'est que les gens, ils font des observations, les guides font des observations, puis ils tirent des conclusions sur ces observations-là, mais ils analysent mal. Ils font des mauvaises conclusions par rapport à leurs observations. Puis bien souvent, il y a plein de billets, puis ils les considèrent pas. Puis là, ils arrivent, puis on arrive, puis on fait une affirmation, puis on sort ça, puis là, la personne que elle... ben ces billets-là, elle les comprend, puis elle les voit, ben là, elle voit ça, puis elle dit, ben là, ça a comme pas de bon sens de dire ça. Puis là, ben des fois, ça fait comme des froids où le monde va dire, ben là, lui, il dit de la chenoute, mais c'est juste... Moi, je pense que ce que je veux apporter au domaine, c'est être plus prudent dans nos dires, mettre plus une zone grise, puis arrêter de parler comme si la Terre était ronde tout le temps, parce que J'adore ce que tu dis, PA. C'est pas tout le temps ça. Là. J'adore ce que tu dis, puis je pense qu'il faut prôner par ça de plus en plus, puis il faut le transmettre autour de nous. Je pense que PA des Bois, t'es beaucoup ça. Je pense que Territoire Libre, on tourne beaucoup autour de ça aussi. C'est que, tu sais, des fois, on va faire des publications, mais écoute, nous autres, de notre côté, on adore la chasse, on est vraiment des maniaques, on est des passionnés, sauf qu'en toute honnêteté, on pense absolument pas tout connaître de la chasse. Enfin, quand on fait des publications, mais je pense que c'est le plaisir aussi de pouvoir partager avec les gens, pouvoir aussi connaître l'opinion des gens. Puis, c'est comme ça qu'on va apprendre aussi à connaître plus nos bêtes. Puis, j'adore tes propos, PA. Encore une fois, tu es une personne qui est très équilibrée dans ce que tu dis, puis ça a beaucoup de sens. Oui, puis je rajouterais, en fait, là, on en avait parlé hier hors podcast, là, mais devenir, je dirais pas populaire, mais devenir connu, avoir une certaine notoriété dans le domaine, ça vient avec une responsabilité. Puis ça vient avec une responsabilité d'informer les gens avec des informations de qualité, avec des informations... Je veux dire, des études, c'est gratuit. Là. Je veux dire... Tu n'as pas besoin de payer 100$. C'est quoi que ça coûte de prendre du temps d'aller faire la lecture, puis de corroborer des données, puis de se questionner. Donc, ma conclusion que j'apprends tout ça, c'est avoir une certaine notoriété, ça vient qu'une responsabilité, je pense, de bien informer les gens. Ça, je pense que c'est important. Très bonne idéologie, mon très cher PA. Sur ça nous amène à la dernière partie du podcast, un petit jeu qui s'appelle Ça ou ça. Ça va être difficile, ça. T'étais pas prêt à ça? Hein? Non, pas prêt. Donc, ça va comme suit. Fait que tu vas avoir à faire un choix en tant que tel. Je vais t'offrir deux choses. Ça s'appelle ça ou ça. Donc, dans ça ou ça, je te donne deux choix.
faut que tu choisisses. OK. OK? Je vais espérer que ce ne sera pas des choix trop tranchants. Là. Moi, je te donne aucune justification, mais toi, tu as le droit de justifier un OK. petit peu. C'est bon. T'as pas de timer, mais on se comprend. Ouais. OK? On commence. Orignal ou chevreuil? Orignal. Y a-t-il une raison? J'aime, je veux dire, l'orignal. Je rêve à l'orignal. Tu vas-tu au chevreuil un peu? Non, j'ai jamais chassé le chevreuil, puis c'est pas une bête qui m'intéresse tant que ça, honnêtement. Je le chasserais par plaisir de le chasser avec une gang, là, mais c'est pas une bête qui m'intéresse tant que ça. Là. OK. Ben, je comprends ta réponse, parce que si tu m'avais posé cette question-là dans le cadre de l'activité ça ou ça, voilà 1 an et demi, j'aurais répondu à la même affaire que toi. Mais tu as vu notre vidéo de chevreuil de cette année. Pierre-Luc a tout fait pour me convertir. Pierre-Luc a tout fait pour m'amener avec lui à la chasse au chevreuil. Puis honnêtement, l'expérience que j'ai vécue cette année, c'est complètement hallucinant. Je suis pas un gars de tour, tu le sais, mais le feeling de voir arriver ce master-là devant nous, puis tu connais le dénouement de l'histoire, c'est quand même un peu malheureux, mais bon. Le feeling que la chasse au chevreuil te donne, c'est complètement incroyable. Je te dis ça comme ça. Ouais, ben, j'en doute pas. Je suis convaincu que je vivrais des émotions incroyables, mais c'est juste que j'ai un intérêt, l'interaction, le côté plus interactif. Là, faut que je bouge. Moi, je dors dans une tour. Je sais que probablement je dormirais pas au chevreuil. Là, il fait froid, tout ça, mais l'orignal, il est la petite coche que j'aime. Là. C'était encore drôle. Quand notre master a rentré cette année, j'étais bien endormi. Ouais, c'est ça. Fait que, on passe avec le deuxième, ça ou ça. Yes. Ça va être facile à répondre. Dans une tour ou en chasse fine? Chasse fine, 100% certain. C'est sûr que j'avais une jambe de pété, ça serait probablement plus chasse, ça serait plus du statique, là, mais chasse fine, ça c'est certain. Là. Puis dans 40 ans? On va espérer que je me rende là. Ouais, tu vas te rendre là. Si je me rends là, ça va probablement que je vais essayer de me maintenir en fond pour le faire encore en déplacement. Là. J'aime ta réponse. Gars, mon père a 68 ans, puis cette année, gars, on est allé plein bois en chasse fine, puis on est arrivé face à face avec un bouc, puis c'était un moment extraordinaire. Tourtière ou pâte à viande? Tourtière. Ah ouais, hein? Tourtière, oui, tourtière. T'as pas été influencé par Québec tant que ça? Non, tant que pas. Non, pâté à la viande, ça passe, ça, mais c'est comme un peu du cheap. Pâté à la viande, c'est cheap, puis tourtière, c'est comme plus haut de gamme. Là, c'est mais vrai. ça prend un peu d'orignal dedans aussi. Là. Ah ouais, hein? Ouais, ça prend la. Ouais. J'aime bien ça. Je sais pas si t'as déjà essayé ça, une tourtière avec du bouillon fondu, genre bouillon au vin, genre en canton. Là. OK. Plus avec de l'orignal, tout ça, c'est incroyable. C'est vraiment bon. C'est au café, là, c'est sûr. Hein? Non, c'est pas moi qui ai fait, par exemple. OK. C'est une demande spéciale à maman. c'est bon. Ah, mais écoute, tu me feras goûter à ça un moment donné. Hein? J'espère, parce que c'est moi, ça va être un bouillon. Fait que, Prochain podcast, j'ai des attentes. okay. Tu m'amènes une portion de la tourtière au bouillon de bœuf à ta mère. T'as compris, maman? C'est ça, exactement. Demande spéciale c'est dit. Moi, je me plug, comme des micro-commanditaires. C'est ça qu'il faut. C'est bon. J'aime bien la prochaine. Un drop-pin ou, mettons, attends, je recommence. Drop-pin de 45 pouces ou rack parfait d'à peu près 30 pouces, mettons. Tu choisis quoi? 100% typique, là, au drop-in. Ouais? Donne-moi un choix, donne-moi 2 50 pouces, le parfait 50 pouces, les grandes palettes, toutes les pins bien égales. Donne-moi un style un peu atypique avec plein de pins qui partent par en bas, des frontales par en bas, un peu dans ce style-là, là, que comme un double palette. Là. Je prends un 1000 à ronde le mâle atypique. Là. J'ai toujours eu plus un style... j'aime plus les mâles atypiques que les mâles normaux là, avec les palettes parfaites. Là. C'est intéressant comme réponse. Je suis un peu comme toi, honnêtement. Là, au niveau des panaches, j'aime la variété. J'aime quand il y a des formes irrégulières un peu. Fait que, merci pour ta réponse. La prochaine, elle va être un petit peu tranchante. Écoute, je ne veux pas te mettre dans l'embarras, là, mais chasse au maniaque ou... Non, c'est pas vrai. J'embarque pas là-dedans. C'est sûr que c'est pas chasse au maniaque. Non, c'est sûr. On choisira pas chasse au maniaque, certain. C'est hein? certain. Là. Mathieu, aucune chance que je retourne avec toi de toute façon. Là. Un petit clin d'œil à ton bon chumé Mathieu. Yes. Attention à la prochaine. Elle aussi, elle va être un peu plus intense. Bière ou vino? Vin. T'es-tu sérieux? Doute. Vin sans aucun doute. Mais voyons donc. Désolé pour le coureur des bois. Je suis un coureur des bois et buveur de bière coureur des bois, mais vin sans aucun doute. Là. Okay. Par contre, par la chasse, on dort avec du vin. Hein. Mais vin sans aucun doute, là, c'est une bouteille par semaine normalement. Ah, OK. Ouais. C'est bon. Mais là, il faut faire attention avec les nouvelles recommandations du gouvernement. Il faut faire attention aux quantités et tout ça. Il faut rester équilibré là-dedans. Il faut modérer. Ouais. Je l'ai dit tantôt, je suis un gars d'équilibre. Il faut que je m'équilibre. Exactement. Fait que, c'était la dernière question du ça ou ça. Je pense
pense qu'avec ta dernière réponse, par exemple, tu as répondu vino. Fait que Gab, on ne pourra pas lui donner vraiment son. Ah, si tu veux faire. On avait un petit quelque chose pour toi, mais malheureusement, tu avais 50% de chance d'avoir ton cadeau. Puis là, Je l'ai pas eu. c'est ça. Fait que, non, sans blague, on a un petit quelque chose pour toi. Veux-tu nous amener ça, s'il te plaît? On a un petit présent. Un petit présent. Un petit présent pour que tu puisses embellir tes prochaines journées de création vidéo. C'est super, merci beaucoup. Merci, merci Gabriel Desbiens, notre technicien en passant. Une IPA, je suis content. IPA, on va regarder l'autre, c'est une quoi? Une IPA session, excellent. Ouais. Puis l'autre, on a une New England IPA, 3 IPA, ça score. Fait que je vais la garder pour les prospections. Après prospection, on va y aller avec du Coureur des Bois. Excellent, mon gars. Fait que sur ça a été un très beau podcast. Un petit bump. Yes, sir. À une prochaine fois, je l'espère. On va te réinviter. T'as été fin. T'as pas été trop tannant. Fait que merci beaucoup, Pierre-Alexandre. Yes. À une prochaine fois. That's it.